Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Ça va peut-être venir. J'espère qu'on n'a pas trop de concurrence avec la plage. Il fait pas beau. Il fait pas beau. Ça va. C'est pour ça en fait qu'on s'est arrangé pour le faire en cette saison, en ce moment, parce qu'on savait qu'il n'allait pas faire beau et que vous ne seriez pas tenté d'aller vous baigner. Trêve de plaisanterie, merci d'être là pour ce premier round de table ronde de Ready for It. Celle-ci est consacrée au DSI, son rôle, sa place dans la transformation digitale des entreprises, dans un contexte très mouvant, un contexte où le DSI, vous suiviez encore mieux que moi le secteur, où il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on disait que le DSI c'était fini, qu'il était remplacé par le Chief Digital Officer, que de toute façon on n'en avait plus besoin, qu'avec le cloud, ça servait à quoi? Puis bon, finalement, on s'aperçoit que le DSI, il a toute sa place dans l'entreprise, et d'autant plus avec la transformation digitale qui se base quand même sur de l'IT, sur de l'infrastructure. C'est pas parce qu'on a du cloud qu'on n'a pas derrière de la sécurité, qu'on n'a pas derrière un ensemble de processus et de solutions. Donc ce sont ces réflexions qui nous ont fait, nous aussi nous interroger, et puis souhaiter partager avec vous des expériences de DSI de différentes entreprises. On a 45 minutes. En général, on échange pendant une demi-heure avec les intervenants. Et puis, je laisse 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses. Je suis pas du tout souple sur le timing, puisque après, derrière, vous avez d'autres rendez-vous. Donc, par contre, je vous invite, si vous êtes là ce soir et que si vous voulez creuser le sujet avec l'un des intervenants, ils seront aussi à votre disposition, bien sûr, pour en parler. 3 intervenants, on a eu un petit changement de dernière minute, mais fortement, heureusement, Thierry Auger, qui est... alors Thierry, je ne me souviens jamais parce que oui, tu es Deputy CEO et CISO de Lagardère, a pu remplacer Cyril Henzen, qui a été DSI de Casino, qui a dû partir en urgence. Qui s'excuse de ne pas être là avec nous. Donc Thierry, heureusement, est venu et accepte de partager son expérience, qui est extrêmement intéressante, très riche aussi, sur le rôle de DSI adjoint et puis de RSSI. Nous avons également Didier Povla, car je commence, c'est le plus proche au plus loin, qui est DSI du groupe Pénélope. Donc le groupe Pénélope est un groupe d'aide à la personne, de service à la personne. Donc on peut le caser dans les ETI. Et puis Malika Pastor, qui est CIO de Colliers International, ça va, je ne me suis pas trop trompée, donc qui est de Colliers International, c'est une entreprise canadienne qui est spécialisée dans l'immobilier de bureau. Tout à fait. Voilà. Alors, je disais donc le constat, le DSI en 2019, still alive. Donc ça, on est content, parce que ça, autrement, on peut retourner à la plage tout de suite. Still alive, mais justement aussi, c'est un DSI qui a changé. C'est plus le même que... Je pense que certains d'entre vous pratiquent l'informatique depuis quelques années et ont pu voir l'évolution de la fonction, de sa place dans l'entreprise. On n'est plus DSI comme on l'est en 2019, comme on l'était en 2000, ou voire même il y a une dizaine d'années. Donc ce qui oblige aussi le DSI à se former, s'informer, échanger, se rapprocher des métiers, parce qu'il y a aussi cette transformation digitale implique énormément d'évolution. Mais est-ce que malgré tout le DSI est vraiment reconnu à sa juste valeur? Donc c'est peut-être là-dessus qu'on va démarrer. Malika, je te laisse la parole. Oui. Donc bonjour à tous et à toutes. Florence, pour répondre à ta question, moi je ferais déjà un premier constat, et on le fait tous. Finalement, toute l'économie est devenue digitale. Et profitant justement de ces grandes tendances, j'allais dire, de transformation numérique, je pense que le DSI a su justement profiter pour faire évoluer sa fonction vers une fonction bien plus stratégique, un rôle central au comité de direction, puisqu'aujourd'hui, dans les moyennes et les grandes entreprises, on retrouve 8 DSI sur 10 qui sont présents au CODIR.
et puis environ 24% au COMEX. Donc on voit une nette progression si on compare avec il y a quelques années de cela. Pour ma part, j'allais dire l'IT est constamment et en permanence à l'ordre du jour des CODIR de Colliers pour tous les aspects, qu'ils soient stratégiques ou économiques. Et je dispose ainsi d'une vision à 360 degrés de l'organisation, de ses enjeux. Et également, mon rôle a évolué vers un rôle un peu plus multidimensionnel, puisque j'ai à la fois une casquette de CIO, CDO et CTO. Voilà. Ça fait beaucoup de de syllabol. Syllabol, bon. Merci Didier pour répondre à cette question. Oui. Alors peut-être resituer aussi ton positionnement dans l'entreprise. Et j'ai dit rapidement que le groupe Pénélope était un groupe de services à la personne, mais peut-être regrouper qu'est-ce que l'importance ou non de l'informatique dans l'entreprise. Aujourd'hui, oui. Donc aujourd'hui, Pénélope met à disposition des hôtes et des hôtesses dans les entreprises. Et le marché est devenu très concurrentiel. Donc ça va être au DSI, l'une des missions du DSI, ça va être effectivement d'accompagner la direction générale, d'accompagner les directions métiers pour trouver d'une part de la productivité pour nos propres collaborateurs, mais aussi apporter des nouvelles solutions pour conquérir de nouveaux marchés. Donc c'est vraiment travailler main dans la main avec les métiers, et surtout la direction générale. Pour ça, au niveau du groupe Pénélope, je suis hiérarchiquement rattaché directement au président, ce qui permet aujourd'hui, lorsque je discute des budgets et des divers projets, j'ai tout de suite un retour très important et d'acceptation ou pas. Et pour certains projets, pas tous, pour certains projets, j'interviens auprès du COMEX pour représenter les enjeux de ce projet. Merci. Thierry. Alors le groupe Lagardère, en fait, c'est un univers très distribué. On a une centaine en fait de systèmes d'information. On est groupe de médias, donc forcément, on a été challengé très très tôt en fait par le digital et on a vu en fait se créer des structures digitales en fait avec des vraies capacités parce que on avait aussi au sein de nos métiers en fait beaucoup de transformations à considérer. Et d'ailleurs, comme le disait Florence tout à l'heure, si on considère une quinzaine d'années de recul, nous on a carrément vu disparaître en fait des activités, enfin typiquement comme le magazine par exemple, avec bien sûr la volonté de ces activités-là d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un relais et que ce relais en fait soit avant tout digital. Enfin, on pourra revenir là-dessus, mais de ce fait on en a pas mal parler en fait au sein du groupe et on s'est organisé par rapport à ça. On a vu en fait donc toutes ces structures s'installer. Ce que tu évoquais, Florence, des gens qui nous ont dit bon, ok, l'informatique, c'est la bureautique, et puis nous, on va s'occuper en fait des métiers. Et en fait, on s'est aperçu assez vite que ces gens-là étaient un petit peu en fait dépassés par l'écosystème qu'il faut considérer aujourd'hui pour faire en sorte que des solutions puissent être en fait opérées vraiment correctement de bout en bout. Et au fur et à mesure, en fait, les gens du digital se sont rapprochés en fait de la DSI. De manière en fait à pouvoir justement mettre en place des vraies capacités et surtout être capable de les maintenir en fait dans le temps. Quand vous faites des médias, en fait, vous avez un paramètre qui est surtout qualité de service, disponibilité, qu'il est important de gérer en temps réel. Et de ce fait, ça implique quand même des habitudes et des moyens en termes d'organisation que les structures en fait DSI peuvent avoir. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe plutôt très bien. Les gens du digital sont typiquement de super business analystes proches en fait des différents métiers et qui vont assurer un relais et justement permettre en fait à la DSI de gagner en efficacité et de se consacrer complètement en fait aux besoins, aux moyens en fait qu'il y a à considérer. Alors chez nous en fait, ce qui est particulier, c'est que très tôt, on a été ancré là-dedans parce qu'on a 1000 sites web, on a beaucoup en fait de chaînes, de processus en fait digitalisés, et donc des structures informatiques qui étaient quand même habituées en fait à s'occuper de ça, quoi. Voilà. Merci.
Alors, je reviens vers toi, Malika. Tu disais, bon, tu as la double casquette, enfin, notamment, et d'autres casquettes comme DSI et Chief Digital Officer. Donc, ça veut dire que très tôt aussi, il y a eu une fusion de ces activités. Enfin, Pas immédiatement. pas immédiatement. En fait. Comment ça s'est passé, justement Est-ce qu'il y a eu une période d'observation pas forcément très amène, ou est-ce que bon, vous avez quand même pu travailler assez bien, assez vite ensemble Alors tout à fait. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu une période d'audit et d'observation pour bien comprendre l'organisation, la culture de l'entreprise et puis aussi les applications, les outils utilisés par chacun. Et au départ, j'avais quand même un peu plus la casquette qui m'était demandée de CIO, c'est-à-dire de réfléchir sur tous les aspects techniques, l'infrastructure, l'architecture. Donc j'ai consacré presque mes 2 premières années sur ces sujets-là avec mes équipes, donc une équipe existante et puis aussi des ressources qui ont été recrutées au fur et à mesure. Parce que aujourd'hui, à l'heure du numérique, il était important de passer dans une infrastructure un peu moins legacy, une infrastructure beaucoup plus agile, donc avec le IaaS, le PaaS, le SaaS, pour pouvoir ensuite avoir une adoption beaucoup plus rapide des applications qui allaient être mises en œuvre, des applications numériques entre autres. Donc maintenant, j'allais dire, il y a quelques mois, ayant fini tous ces aspects-là de la casquette de DSI, eh bien, j'ai voulu prendre le lead auprès de mon organisation et démontrer que j'avais aussi les compétences pour accompagner sur tous les aspects. Et ça s'est fait sans souci. Ah ouais. Sans souci, on est aussi pour partager les difficultés. Alors, on trouve aussi quand même un petit peu d'opposition voilà, de la part du marketing, enfin du CMO, également peut-être de la business unit qui est le développement stratégique de l'entreprise, parce que finalement, on va aller être force de proposition finalement sur un écosystème complet qu'eux-mêmes n'avaient pas pensé. Ils ont pensé petits noyaux à leur mesure et leur manière, alors que moi j'ai pensé un peu plus global, un peu plus large, en ayant justement une vision un peu plus transversale de l'organisation. D'accord, on y reviendra pas aussi avec Thierry justement sur peut-être cette ouverture d'esprit que peut apporter le DSI vis-à-vis du reste de l'entreprise. Je vais juste demander avant à Didier, parce que j'ai l'impression que chez toi, Didier, ça a été un peu plus difficile. Enfin, c'est un peu plus difficile. Le DSI n'a peut-être pas... parce que quand on entend Thierry et Malika, bon, le positionnement était relativement, assez clair. C'est peut-être pas forcément le cas dans le groupe Pénélope. Peut-être pas de la même façon. Alors, effectivement, pas dans la même façon. La DSI était plutôt considérée comme une DSI support. Il a fallu effectivement donc montrer que la DSI, c'était pas qu'une DSI support et qu'on pouvait apporter autre chose. C'est un risque d'être considéré comme une DSI support. Oui, parce que sclérosé. Oui, parce que c'est sclérosé, parce que vous êtes là pour réparer la souris, le PC qui est en panne, alors qu'on a plein de choses à apporter, que ce soit, je dirais, au niveau des métiers. Donc oui, aujourd'hui, il ne faut pas se contenter à faire du support. Donc alors, par contre, pour, je dirais, lancer... Je te taquine. Pardon ? Je te taquine. Oui, non. Donc voilà, donc ce qui a été compliqué, c'est que, un peu comme Malika, donc moi je suis arrivé en 2014, toutes les applications avaient été développées en interne, tous les logiciels étaient hébergés en interne. Donc avant de se lancer, je dirais, de faire du numérique, ce genre de choses, il a fallu un peu expliquer ce que c'était le SaaS, les opportunités qu'on pouvait avoir avec ça, qu'avoir des serveurs et des applications en interne, ça ne servait strictement à rien. Donc pendant un certain nombre d'années, jusqu'à l'année dernière, j'ai effectivement, je dirais, on va dire, géré d'abord tout le legacy, j'ai presque tout sorti de la DSI, en mode SaaS ou en mode hébergement classique, pour leur montrer que ça, d'une part, que ça fonctionnait, parce qu'effectivement, vous avez beau dire ce qui a été fait pendant des années,
pendant des années ça marchait, vous prenez une orientation totalement cloud. Donc effectivement, il ne faut pas vous rater parce qu'il faut que ça marche. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez, je dirais, sorti tout le legacy, vous allez pouvoir commencer à parler du numérique et apporter les métiers. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué parce que par rapport à mes prédécesseurs, c'était une DSI support. Maintenant, on a vu que la DSI a pu basculer tous les logiciels et maintenant on a commencé un peu à faire du digital. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir continuer, quoi. Et aujourd'hui, quand je propose un logiciel, que je le propose en mode SaaS, il n'y a même plus de débat, quoi. Il n'y a plus de débat parce qu'on sait qu'effectivement, je vais avoir sécurisé le truc, sécurisé. On sait que ça va être accessible de n'importe où, sur n'importe quel device. Donc, et le blocage, il vient d'où? Il vient des équipes IT. Il venait, puisque apparemment tu nous dis, bon, ça y est, maintenant, ils ont compris et ils acceptent. Il y a eu de la réticence du côté des équipes IT, oui, justement, fait, par rapport à oui. ce legacy. Parce que, comme tu dis, j'arrive, je dis, bon, allez, hop, on bouscule tout, on fait pas table rase, mais presque. Donc, oui. il faut être légitime aussi par rapport à cette démarche. Ce que je dis toujours, c'est que le premier frein vient de nos équipes. Parce qu'effectivement, nos équipes sont encore dans l'idée d'avoir leurs serveurs, d'avoir leurs applications, c'est eux qui gèrent, leurs sauvegardes, ceci, cela. Et les premières personnes à convaincre, ça va être l'équipe IT pour qu'elle bascule. Bah oui, ça va être en mode SaaS, tu vas plus t'en occuper, tu vas t'occuper du contrat de service. Voilà, donc ça, c'est les premiers freins. Et après, ensuite, ça va être embarquer les utilisateurs. Mmh. Thierry, peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit, bon, on est dans une configuration différente chez Lagardère, mais est-ce que c'est en fait un phénomène que tu as aussi connu différemment? Alors, en fait, nous, ce qu'on a observé de la DSI Corporate, ce sont 4 paramètres en fait, qui nous ont permis, justement, comme je vous disais tout à l'heure, de se rapprocher en fait, des activités du digital. Le premier, c'est le web. Pourquoi ? Parce qu'on opérait depuis en fait, des années des infrastructures web et on était habitué en fait, à vivre justement de l'événementiel au niveau du web. Donc avec cette vraie capacité à répondre justement à des besoins externes liés au développement du business et donc à quelque chose qui était plus tourné vers le modèle traditionnel des activités qu'on adresse, mais vers typiquement du digital. Alors je peux vous citer un cas, par exemple, c'est aujourd'hui la radio s'écoute moins en temps réel qu'en podcast. Et le podcast, c'est quoi ? C'est juste une digitalisation en fait, de ce qui passe à l'antenne, qui est particulièrement bien rangé, qui est mis à disposition en fait, sur des sites web. Le deuxième paramètre, en fait, c'est la cyber. Pourquoi ? Parce qu'on a passé en fait, des années à s'organiser de manière à mettre en place en fait, des surveillances. Et ces surveillances-là, elles nous ont donné en fait, une visibilité sur le deep web, le dark web, les réseaux sociaux, enfin globalement l'ensemble de l'écosystème qui discute à un moment donné de l'entreprise, qui discute de vos produits et qui vous permet justement d'avoir, vous, au sein de l'organisation DSI, des éléments qui vont intéresser le digital pour en fait structurer leur approche. Le troisième paramètre, en fait, c'est la compliance. Pourquoi ? Parce qu'on a passé, nous, du temps avec typiquement les DPO, mais avant les DPO, pour certaines de nos activités, par exemple les gens de la PCI DSS pour tout ce qui est paiement. Et on a appris en fait à embarquer ça dans nos systèmes, ce qu'on appelle aujourd'hui le InDesign, de manière à ce que ce soit transparent pour le métier, mais aussi en fait pour l'internaute et les utilisateurs finaux. Et le quatrième paramètre, en fait, c'est la data. Et ça a été assez étonnant parce qu'on a vu en fait les gens du digital partir assez rapidement en fait avec des acteurs du marché sur des plateformes pour justement commencer à opérer des traitements, mais sans bien voir tout ce que ça allait impliquer et justement toutes ces adaptations qu'il y aurait en fait à traiter pour prendre en compte l'ensemble des paramètres que je viens de citer et qui sont revenus vers nous assez vite en nous disant ouh là là, mais ça commence en fait à nous coûter cher, c'est compliqué. On a le DPO sur pseudonymisation, anonymisation des données. Comment on fait ? Et de ce fait, on a vu se réinstaller dans les organisations IT des socles de traitement de data qui se sont de ce fait
industrialisés et qui ont coupé court en fait à toutes ces expérimentations, mais qui avaient aussi leur intérêt. En fait, ça a permis de lancer la machine à un moment donné. Ça a permis aussi de faire quelques démonstrateurs. Mais une fois que vous avez fait ces démonstrateurs, vous avez vraiment besoin de passer dans un modèle plus industriel et de dire j'ai besoin de traiter par exemple mes tickets de caisse dans des boutiques. Et ça, il faut absolument que ce soit généralisé et que ce soit structuré correctement, quoi. Merci. Si on peut dire, alors tu nous racontes ça, c'est dans un espace-temps, ça a pris à peu près combien de temps? C'est 10 ans quand même. C'est 10 ans, c'est ça. C'est 10 ans à partir en fait des premières expérimentations, mais aussi en fait à partir, comme je vous disais tout à l'heure, de transformations qui sont liées aux usages des populations qui font vivre l'entreprise. Je vous citais le cas du magazine tout à l'heure. Le magazine est mort, mais on a passé en fait des années à digitaliser. Et je peux vous dire que faire Elle ou faire Paris Match sur des terminaux mobiles, en fait, c'est compliqué parce que des terminaux mobiles comme ça, il y a plein de modèles et il faut que votre modèle, lui, soit interopérable avec l'ensemble de l'écosystème planétaire. Et c'est vraiment différent, en fait, d'un magazine traditionnel papier. Donc oui, on a su le faire, mais il faut recommencer toutes les semaines. Et au final, ça coûte énormément d'argent. Vous avez des modèles qui sont plus applicables. En fait, vous ne pouvez pas continuer en fait, à vendre votre magazine le même prix si vous voulez en fait, absorber l'ensemble de ces coûts. Donc on a fait ça en fait, pendant des années en se disant de toute façon, il faut qu'on essaye, il faut qu'on regarde et puis on verra derrière comment on transforme. Mais la transformation, on a vite vu, c'est qu'au final, on se dit, OK, juste ça s'arrête, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez vendu les magazines. Tant qu'on pouvait. Tant qu'on pouvait, oui, avant que ça ne coûte plus rien. Malika, et puis ensuite Didier, un peu sur la même question. Ce que disait Thierry tout à l'heure, le DSI, finalement, accompagne les métiers, accompagne l'évolution des métiers, mais est également source d'innovation. Alors, tu n'as pas, je ne crois pas que dans ta liste tout à l'heure, tu as mis directeur de l'innovation, mais je pense que ça fait aussi partie intrinsèquement de tes attributions. Oui, en effet. Il convient d'être... oui, on n'entend pas très bien. Non, c'est parce qu'on est enregistré. Donc, oui. Ça permet comme ça de... Peut-être rapprocher un peu. Je dirais, il convient aujourd'hui... le DSI moderne doit être force de proposition. Parce qu'en étant force de proposition auprès des métiers, ça a forcément un impact positif. Et naturellement, le DSI est vu comme un partenaire du business. Voilà. Donc, la DSI stratégique, c'est avant toute chose le DSI qui va pouvoir fournir aux métiers de la technologie pour créer ou faire du business. Et sa légitimité, je pense, est d'autant plus accrue si dans le périmètre de la DSI, il y a la R&D. Ensuite, je dirais qu'il convient également, peut-être, si on veut être un DSI innovant, c'est se concentrer un peu plus sur les usages que sur les moyens. Pourquoi ? Parce que ça va permettre finalement de justifier un peu plus le retour sur investissement des projets. Même si on sait, parce que j'ai lu une étude récente qui disait que les investissements IT sont difficilement justifiables. Il y a trois projets sur 4 qui ne peuvent pas être vraiment justifiés. Alors, c'est une question qu'on abordera tout à l'heure sur les investissements, mais vas-y, je te laisse continuer. Voilà. Je reviens sur l'innovation ou je continue? Oui, sur l'innovation. Sur l'innovation. Donc après, l'innovation, c'est avant toute chose, je pense, pour que la DSI soit au cœur de l'innovation, il convient de retenir peut-être quatre facteurs, selon moi, qui sont essentiels pour collaborer au mieux avec les métiers. La première chose, je dirais, c'est bien définir les besoins des métiers, de l'organisation, comme on dit dans le jargon du Lean ou du Lean et de l'ingénierie, c'est la voix du client avant toute chose. Donc comme ça, on est sûr de un peu moins se tromper par la suite. Ensuite, il faut aussi co-construire avec eux, donc avec les métiers. Pour cela, moi, j'organise ce qu'on appelle des workshops de design thinking, d'idéation. Et puis, on va réfléchir tous ensemble, finalement, à un projet, une solution. Enfin, on va faire naître de nombreuses idées au sein de l'organisation. Pas en faisant des Legos.
Non, pas en infantilisant les collaborateurs, parce que On a c'est bien vrai retenu. qu'hier, on a bien retenu. On a bien retenu. Tiens, d'ailleurs, pour faire un lien avec hier, j'allais aussi dire comme facteur donner du sens, mais si on retient ce qu'a dit Julia de Funès, Oui, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, on a eu une intervention de la philosophe Julia de Funès qui a remis un peu en cause ouais, les modes de management actuels, qui Voilà. dont beaucoup sont infantilisants. Donc je crois qu'on les a serious retenu, games, etc. Et voilà. vous pourrez revoir, pour ceux qui n'y étaient pas, elle sera disponible sur YouTube la semaine prochaine. Je vous recommande de la visionner, elle était très intéressante. Donc au lieu de donner du sens, je veux dire embarquer le terme onboarding, qui est vraiment essentiel. Voilà, il faut être moteur. Alors c'est vrai qu'il faut déployer beaucoup d'énergie en tant que DSI, aussi bien avec ses équipes qu'avec les métiers. Faut pas se leurrer et il faut pas se cacher. Pour avoir du résultat, faut beaucoup s'engager et s'investir. Et puis le dernier point, faut communiquer encore et toujours. Donc j'appelle ça le marketing de la DSI. Et ça, c'est vraiment très très important. Là encore, que ça soit par des vidéos, par pousser de l'information. Voilà, nous, on a nombreux écrans collaboratifs dans l'entreprise. Donc si je veux pousser de l'info, je le fais par le biais de ces écrans, entre autres. Merci Malika. On reviendra sur cette... enfin, j'espère, peut-être qu'on aura le temps sur cette idée du marketing de la DSI. Didier, comment on innove quand on est DSI du groupe Pénélope? A priori, c'est pas que on est un groupe de services, de personnes, d'humains. Comment on innove et quels sont les moyens pour une entreprise de 5000 collaborateurs, c'est ça à peu près? Aujourd'hui, pour innover, deux choses, je dirais... assez basique. Soit effectivement, c'est nous qui allons apporter l'innovation, mais il faut aussi que ce soit les métiers qui nous apportent l'innovation et leur laisser la porte ouverte. Il faut arrêter, je dirais, d'être dans nos tours d'ivoire. Il faut essayer de donner l'impulsion aux métiers. Il faut essayer de leur donner la main pour que ce soit eux qui viennent vers nous pour avoir choisi des applications, pour se dire, tiens, j'ai vu tel truc chez un client, c'est très sympa. Donc, au sein du groupe Pénélope, voilà, il faut basculer, je dirais, ce système de ce soit toujours la DSI qui apporte quelque chose, même si elle est à l'écoute des clients et qu'elle est à l'écoute des métiers. Il faut essayer de leur donner cette envie, que ce soit eux qui nous apportent un peu cette innovation, qu'on va aider à mettre en œuvre avec eux. Ils se sentiront vraiment aidés et vraiment, je dirais, acteurs de cette innovation, et ce sera beaucoup plus simple. Quelques exemples peut-être au sein de ton entreprise? Alors, un exemple qu'on a eu aujourd'hui, vous avez par exemple les hôtesses événementielles qui restent, qui, lorsque vous allez dans un salon, prennent votre nom avec un stabilo. Ça a été, je dirais, plusieurs hôtesses nous disent, voilà, aujourd'hui, ce serait bien si on pouvait avoir une tablette et simplement avoir, avant l'événement, avoir la liste des visiteurs et simplement cliquer ou appuyer sur un bouton et enregistrer automatiquement cette arrivée du visiteur au lieu de notre classique papier. Et donc, on a développé une appli très simple, très simple. Et oui, alors, une chose aussi, dans l'innovation, il faut dire aux collaborateurs de la DSI, faites simple. Faites simple. Arrêtez. Au niveau de la DSI, on essaie toujours de faire des trucs compliqués, et on teste ça, mais si et c'est si. Il y a une chose aussi très importante, c'est faire simple, faire des applications très simples. Ce que tu disais, donc, des usages. Et plus on va faire des applications simples, plus elles seront acceptées par nos collaborateurs. Oui, ils vont s'accaparer les... Voilà. Et puis après, il faut le vendre. Hein, effectivement. Après, donc, il a fallu vendre cette application au CODIR. Et là, j'ai eu le cas où, effectivement, donc, j'ai présenté cette application donc, au CODIR sur cette tablette. Et la première chose qu'on m'a dit, combien on va la vendre? J'ai dit non. Prenez vos téléphones. Donc, tout le monde a pris son téléphone. Combien vous avez d'applications gratuites? 90%. Et ben voilà, l'application, elle va être gratuite pour nos clients. Et après, on va générer du service derrière. Donc voilà, donc il faut, vous voyez, sur cette application quand même basique, ça a permis d'introduire de nouvelles notions. C'est-à-dire, voilà, arrête. Alors, bien sûr, il faut vendre.
c'est du commercial, mais il y a un moment, il va falloir changer d'attitude pour dire, voilà, non, désormais l'application, elle est gratuite, elle va être fournie gratuitement à nos clients, et ça va être nous à produire du service. Derrière. Alors, si on reprend, donc on voit ici, là, il y a une demande du métier auprès de la DSI. La DSI aussi, chez toi, chez Lagardère, et ton rôle également, puisque tu fais beaucoup de veille technologique. Donc, tu peux aussi accompagner les métiers par tout ce que tu vois quand tu vas dans les salons. Je sais que tu vas au CES, tu fais pas mal de missions qui te permettent, qui sont aussi des sources d'inspiration auprès de tes métiers. Alors en fait, ce qu'on essaye de faire avec mes collègues, là, c'est de mesurer en fait les transformations qui sont en train de s'opérer. Et oui, on prend du temps pour aller en Israël, on prend du temps pour aller au CES en début d'année, discuter aussi en fait avec les organisations de DSI au niveau européen, histoire d'identifier en fait quelles sont ces accélérations et de pouvoir, par rapport en fait à ce qu'on gère aujourd'hui dans l'entreprise, proposer en fait ces évolutions-là. Alors, on pourrait y passer des heures, mais je vous citerai qu'un exemple, c'est que on a des technologies comme la 5G qui vont déferler en fait au sein de nos SI et qui remettent en cause en fait des modèles traditionnels auxquels on était habitué. Ça peut aller en fait jusqu'au réseau d'entreprises dont on pourrait ne plus avoir besoin. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on observe ce que font les utilisateurs à partir du système d'information. Et typiquement, on entend parler régulièrement, mais prendre des empreintes en fait du shadow IT, qui peut être non négligeable. Nous, on a dans certains métiers entre 30 et 40% de shadow IT, et d'aller voir les métiers pour comprendre pourquoi, de discuter avec eux. C'est à chaque fois en fait parce que potentiellement il manque quelque chose, parce qu'il y a un écart entre ce qui a été mis en place qu'on pense être bien et les attentes en fait, et lié en fait à ce que j'évoquais avec vous, à cette vitesse de transformation. Et donc ça, en conseil, c'est vrai qu'il faut prendre ce temps-là. Alors c'est vrai qu'on peut penser par moment que on va se balader sur ces salons-là, comme l'évoquait Florence. J'ai pas dit balader. Mais c'est pas, c'est pas. De la veille technologique. Ouais, c'est pas ça du tout, quoi. Et puis ce qu'on fait alors là purement en interne dans les équipes IT, c'est vraiment de pousser les collaborateurs à de la remise en cause, parce que l'accélération dont je vous parlais conduit aussi en fait à une obsolescence des systèmes qui est assez violente et qui fait que quand vous regardez en fait vos organisations et la capacité en fait des équipes que vous avez, vous vous rendez compte que on n'arriverait pas à suivre. On a évoqué aussi les problèmes budgétaires, ça c'est clair. Et donc, il faut arriver à composer avec ça. Mais pour composer correctement avec ça, il faut poser les bonnes priorités. Pour poser les bonnes priorités, il faut juste avoir cette visibilité. C'est mon avis, mais je pense que globalement, ça aide pas mal une DSI à gagner en crédibilité et à pouvoir aller discuter en fait avec les business. Merci Didier. Tu voulais peut-être... non Malika, autrement, je continue. Donc, je reprends cette notion que tu as énoncée tout à l'heure du marketing de la DSI. Le DSI, la DSI a besoin de faire son propre marketing aujourd'hui vis-à-vis des métiers, mais aussi vis-à-vis de son CODIR ou de son COMEX. C'est aussi une tâche... assez lourde et qui doit... parce qu'on a parlé d'investissement, les investissements n'étaient pas toujours justifiés. Donc comment ça se passe concrètement Il est vrai que ça vient se rajouter à l'ensemble des casquettes Silivol et à la fonction. Il faut aussi être un créatif, il faut pouvoir pousser des praises, mais bien sûr avec bien souvent une audience qui n'est pas technophile. Donc, il faut se mettre à niveau, revenir plusieurs fois justement sur les bons messages qu'on veut faire passer. Et puis, bien souvent, il faut pouvoir valoriser, quantifier aussi pour tout projet le gain, qui est bien souvent, quand on regarde, un gain plus qualitatif que financier. Pour rien se cacher. Typiquement, pour exemple, j'avais mis en place un centre de service, puisqu'avant, il n'y avait pas de service pour gérer le support, les demandes de support des collaborateurs. Eh bien, par exemple, les KPIs et les métriques ont été bien plus quantitatifs
qualitatives, qui ont été ensuite remontées auprès de la direction générale, puisque l'intérêt pour eux, c'était d'avoir le délai de résolution des tickets, le taux de satisfaction des collaborateurs. Donc tu as réussi là Oui. à rentrer sur cet aspect-là, pas purement financier. Tout à fait. Et puis aussi, j'ai créé des logos pour mes 4 gros services en fait de la DSI auprès des collaborateurs, avec aidé du marketing. Voilà, j'ai conceptualisé et j'ai baptisé aussi ces services-là. D'accord. Voilà. Très bien. Donc tu vas bientôt pouvoir rajouter la casquette de directrice marketing, c'est ça? Quand même, j'en ai pas la prétention, mais on s'y essaye. Didier, alors comment on fait son marketing, on justifie ses investissements? Bon, tu nous as raconté l'histoire de l'application que tu as développée, mais là aussi c'est une tâche de tous les jours de justifier ses investissements auprès de la direction et de savoir bien se vendre à tous les niveaux, enfin bien se vendre. Si je peux... Oui, aujourd'hui, je dirais, comme tout DSI, voilà, il faut qu'on arrive à vendre nos projets principalement à la direction. En termes de marketing de la DSI, je suis nettement moins avancé que Malika. C'est vrai qu'en termes de marketing de la DSI vis-à-vis de nos utilisateurs, on a quand même on a encore une marge de progression qui est énorme. Autant c'est plus facile pour moi, je dirais, en codir, d'expliquer ce que l'on fait et les gains que l'on va faire. Autant au niveau, je dirais, du marketing global de la DSI, j'ai quand même beaucoup de mal pour l'instant. D'accord. Bon, on est là pour échanger. Hein. S'il y a des bonnes idées, peut-être que Thierry, tu as... En fait, juste en bonnes idées, mais quelque chose que j'ai apprécié, moi, ces dernières années et qui fonctionne bien chez nous au sein du groupe, c'est aussi de travailler en binôme avec, en fait, d'autres directions métiers. Et donc ça peut être DSI plus DPO, DSI plus compliance, DSI plus RH, DSI plus direction de la com pour porter des dossiers. Et quand vous êtes deux, vous êtes beaucoup plus fort que tout seul. Et ça permet en fait de déposer typiquement en COMEX des choses qui ont déjà justement été travaillées non seulement par l'IT mais aussi par d'autres départements. Et de ce fait... d'afficher vraiment beaucoup plus de crédibilité. Enfin, c'est vraiment quelque chose auquel je veille, moi. Alors nous, on est, comme je vous le disais, en fait, une organisation distribuée. Quand vous travaillez dans une organisation distribuée, vous avez besoin de beaucoup plus de crédibilité que dans une organisation centralisée, parce que quand vous posez quelque chose sur la table, il faut juste que ce soit complètement bordé. Sinon, vos entités vous attrapent en vous disant c'est pas mature, c'est pas prêt, ça marchera pas, et donc on ne prend pas, quoi. Très bien. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Il y a suffisamment de... Je n'ai pas de micro, alors allez-y, hein, monsieur. Et puis après... J'aurais une question sur l'aspect partenariat. C'est vrai qu'aujourd'hui, le data center, c'est au-dessus de la chaîne de valeur de cette entreprise et qu'on dépend de plus en plus de partenariats. Et c'est vrai qu'on a une approche de ce côté-là de l'Europe avec beaucoup de partenariats basés sur le prix et la performance. Point. Il y a aussi le cyber, il y a la notion de marketing des services, etc. Donc, est-ce que vous pensez que le CIO, le DSI est le chef d'orchestre des partenariats et comment vous managez, au lieu de manager votre système d'information, comment vous managez aujourd'hui votre écosystème d'information? Merci Stéphane, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. La question, ça rejoint à peu près oui. Puisque là, on parle de marketing, design thinking, communication, RH, vente. Qu'est-ce qui reste de l'informatique technique dans le métier du DSI 2019 à vous entendre? Et par rapport à... On a externalisé pour devenir stratège et abandonner le côté soutier. Comment fait-on pour avoir les bons partenaires, pour s'assurer que le côté soutier est toujours présent et bien vivant? Très bien. Alors, je pense que vous pouvez répondre tous les trois. Tu veux oui, commencer, alors en fait, ça rejoint énormément ce que j'évoquais. C'est, alors, quand j'y travaille en binôme, c'est pas forcément que des binômes, ça peut être en fait plusieurs entités. Mais aujourd'hui, border correctement un contrat cloud, ça va impliquer en fait beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que la DSI soit prête, c'est-à-dire qu'elle ait ses critères
qui sont les critères de son métier, mais qu'elles viennent compléter ça en fait d'éléments qui vont être par exemple le juridique et la compliance et le DPO qui vont être capables de dire voilà moi par défaut les clauses qu'il faut absolument en fait intégrer dans le contrat. Et c'est vraiment des choses qu'on a fait et je peux vous dire une chose, c'est que c'est super efficace. Et maintenant, alors on a consommé du temps au départ parce qu'il a fallu structurer ce référentiel, mais maintenant on le déroule et c'est vraiment en fait hyper important. Je compléterai ça par tout ce qui est en fait KPI, Malika en parlait, tout ce qui est surveillance. Plus vous surveillez, plus vous êtes capable en fait de détecter des changements d'état en amont et meilleur vous êtes. Et donc de ce fait de dire que à un moment donné faire un choix sur une solution cloud, en fait c'est pas forcément simple. Et bien dans ce cas-là, c'est contractuellement de pouvoir border les choses en disant il va y avoir une phase d'un trimestre, de 6 mois, de 18 mois, et puis après en fait on sait qu'on a quelque chose qui correspond à ce qu'on pouvait espérer, mais il faut prendre le temps avec les équipes de structurer ça en disant qu'est-ce qui est important. Et dans cet écosystème complexe, au final on revient toujours sur la session de bout en bout, la protection des données et de la qualité de service. Et une fois en fait qu'on a abordé ça correctement, on se dit bah de toute façon, le métier en fait peut me faire des reproches, mais pas tant que ça, quoi. Malika ? Alors, moi, pour rejoindre la dernière question, peut-être après pour revenir sur la première, je dirais que le DSI, malheureusement, a été perçu pendant de nombreuses années comme dans un rôle purement technique. Hein. Il a été cantonné à maintenir les systèmes d'information. Et je dirais, pour ma part, j'essaye de faire oublier justement que je suis un DSI uniquement sur ma mission de run. Parce que le run, pour moi, c'est tout ce qui touche aux opérations, donc dans mon budget à l'OPEX. Donc, c'est perçu finalement comme un centre de coût. Et je trouve qu'il appartient à chacun en tant que RSI ou DSI d'aller montrer une autre image justement des DSI et trouver juste équilibre, le balancing entre le run et le build et transform de l'autre côté. Parce que je trouve qu'il est plus important de montrer de la valeur qu'on est un centre de profit avant toute chose. Voilà, donc ça, c'est... Voilà. Je suis convaincue par cela. Après, pour rejoindre un petit peu la question de monsieur... c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, la DSI a une dimension complexe, à la fois stratégique, technique, elle est omniprésente pour les métiers, chez les clients et les fournisseurs. Mais je pense que c'est pas prêt de s'arrêter là. Voilà, on a encore de belles choses en perspective. Moi, je tiens à donner aussi un autre constat que j'ai pu faire pour échanger avec des homologues. Et j'en parlais d'ailleurs encore ce matin. Bien souvent, les DSI se cadrent et se cantonnent un peu trop justement à leur périmètre. Donc, comme évoquait Thierry tout à l'heure, il est question de travailler en binôme, alors soit avec le back-office, soit avec les métiers. Ça, c'est aussi très important pour valoriser la DSI. Et donc, souvent, on a tendance à pousser des applications, des plateformes auprès des collaborateurs en négligeant le volet formation. Donc, pour ma part, je me suis attelée aussi il y a 6 mois. Alors, c'est vrai que ça fait... je suis un peu partout dans l'entreprise, mais il faut être visible. À bâtir des plans de formation personnalisés. Voilà, avec des organismes de formation, avec le DRH, parce que c'est important pour une conduite de changement réussie, d'être présent sur toute la chaîne, de bout en bout et jusqu'aux formations. Voilà. Merci. Adoté, oui. Oui, il y a toujours quelque chose qui me préoccupe, moi, quand on parle d'aller dans le club, pourquoi pas, c'est comment est-ce que le DSI garantit au métier la réversibilité de ce qu'il y a dans le club. À moins de se dire que peut-être que dans 2 ans, je ne serai plus là ou ma société ne sera plus présente. Comment on garantit la réversibilité, puisque tôt ou tard, comme on l'a dit tout à l'heure, plus on... Alors c'est un sujet de table ronde à lui tout seul. Hein. On devient stratégique. Alors, part, moi, j'ai juste... Moi aussi, j'ai une petite réponse très simple. Toutes les données qui ne sont pas sensibles, ils sont dans le cloud public. Voilà, chez Colliers, je les ai mis dans le cloud public. Par contre, je dispose d'un cloud privé pour toutes les données stratégiques. Voilà, donc, très simplement. Donc il y a cette réversibilité puisque le cloud privé nous appartient. Ouais. On va laisser Didier répondre, peut-être. Aujourd'hui, les métiers, la réversibilité, c'est pas leur sujet, quoi.
Si, le métier, mais vous, DSI, vous devez garantir. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez mettre une application, les métiers, ce qu'ils veulent, c'est que l'application, elle tourne, elle réponde à leurs besoins. La réversibilité, ça va être effectivement, c'est nous qui allons l'apporter. Oui, mais c'est ce que je demande. Comment vous faites alors pour garantir cette réversibilité? Alors aujourd'hui, je dirais concrètement, avec votre sous-traitant, vous allez effectivement d'essayer de faire une clause dans votre contrat en disant voilà, je veux cette réversibilité, je veux des fichiers à plat, tel type de fichiers, est-ce que je veux des copies de bases de données. C'est à vous dans les contrats à prédéfinir ce que vous voulez en termes de réversibilité, que de vous la faire imposer par le sous-traitant. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Bon, allez. Et puis, excusez-moi, pour répondre effectivement, aujourd'hui, les DSI, il faut faire de l'innovation, il faut faire l'innovation, il faut être machin bidule. L'une des grosses questions aussi, c'est que le DSI, il a quand même sur ses épaules le run. Et autant je peux me permettre d'être en retard sur un projet d'innovation. Par contre, en run, il ne faut pas que je me plante. La paye, il faut qu'elle sorte. La compta, il faut qu'elle sorte. Et je peux vous dire que mon président, il va savoir m'attendre dans le run que dans l'innovation. Bon, j'ai vu plus tard, mais bon, à l'époque, on installait des messageries genre Groupwise, on faisait l'innovation. Voilà. Voilà. Alors, une question et une question. Puis, On a parlé du DSI 2019. Ouais. CDO a essayé de faire la bourre, ils se sont plantés, on les a intégrés. Aujourd'hui, on est directeur, on est DSI au carré, on fait DSI et innovation. Alors, une vision sur 2020, ce qui va se passer, c'est quoi la prochaine étape? c'était bien, c'était ma dernière question, si vous n'en aviez pas. Moi, je dirais, comme vous disiez tout à l'heure, le CIO, il a toute sa légitimité pour le poste de CDO, parce qu'en fait, le numérique, c'est de l'informatique. Donc ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il y a une évolution vers la direction générale. Il faut rester ambitieux. Ah Malika au pouvoir. Oui. Aujourd'hui, je dirais, c'est un sujet qui vient régulièrement où on se demande pourquoi le DSI, lui qui connaît tous les process métiers, enfin, l'une des personnes qui connaît le mieux tous les process métiers de l'entreprise, c'est le DSI. Et l'éternelle question, c'est pourquoi un ex-DSI n'est jamais directeur général, alors qu'un DAF, alors qu'un DRH a la légitimité, on ne se pose même pas de question, il est légitime à être DG, alors qu'un DSI, il y en a très peu, quoi. Thierry, je te laisse répondre. En fait, pour moi, c'est juste la capacité d'absorption en fait qu'on va avoir à gérer là, ces prochaines années. Alors, c'est pas 2020, mais peut-être 2025, avec toutes les transformations, donc que ce soit tout ce qui est vocal, vidéo, intelligence artificielle, la 5G dont je vous parlais, suffisamment d'accélération dans cette technologie pour remettre en cause en fait tout ce qu'on a pu faire ces dernières années. Je vais juste vous prendre un exemple, on a tous dans nos entreprises en fait des intranets traditionnels qu'on fait vivre depuis des années, et tout ça en fait ça doit absolument migrer vers du collaboratif réorganisé. C'est un chantier non négligeable, mais le DSI en fait il est attendu là, parce que si vous mettez en écart par rapport à ça, à un moment donné vous allez vous apercevoir, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vos utilisateurs ils s'organisent différemment. Donc voilà, l'enjeu est là. L'homme reste le même, mais il faut absolument en fait qu'il remette en cause ses moyens et qu'il regarde surtout ce qui se passe autour de lui. Alors, il y a une question rapide, parce que vous avez demandé la parole. Aussi, c'est votre rôle organisationnel, dans la transformation organisationnelle. Vous parliez du CIO qui a un partenariat avec le CMO, avec le CFO, etc. Il est des bonhommes en dessous. Est-ce que vous avez tenté une réorganisation très silotée aujourd'hui avec la DSI, le marketing, en essayant de coupler au final toutes ces compétences-là sur des modèles organisationnels un peu à la Spotify, où au final on crée des feature teams avec un métier, un informaticien, quelqu'un de la sécurité, où au final tous ces gens-là vont travailler, vont co-créer une feature qui va être indispensable pour le business. Parce qu'au final, notre métier à nous tous dans nos entreprises, c'est pas de faire de l'informatique, c'est de créer quand même un business.
Alors, en fait, moi, ma réponse là-dessus, elle est simple. C'est que ça va dépendre du niveau de maturité existant dans l'entreprise et des hommes, en fait, qui sont justement dans cette organisation-là. Oui, on est capable de faire des choses, mais il faut juste tenir compte de ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et trop vite, parce que sinon, vous risquez de casser la machine. Et ce qu'évoquait Didier, c'est juste vital. On a du run, en fait, à opérer. Et ça, il faut que ça tourne, quoi. Mais oui, il faut regarder ça et il faut surtout, en fait, travailler autour des profils qu'on a, puisqu'ils sont plus forcément adaptés justement aux nouveaux modèles, aux nouveaux challenges qu'on a à gérer. Et il faut prendre le temps, soit de former les gens, comme l'évoquait Malika, soit de rentrer en fait de nouveaux profils, ce qui n'est pas forcément simple aussi aujourd'hui. Actuellement, oui, on est en silo, mais j'avoue que moi, j'aimerais bien effectivement éclater la DSI, exploser la DSI et mettre les informaticiens donc un peu partout. Alors, je sais qu'il y a 2-3 ans, il y a une grande entreprise qui l'a opéré, où elle a éclaté, je ne sais plus ce qu'on dit. Mais effectivement, moi, ce serait une expérience qui m'intéresserait. Bien. Alors, explosons la DSI et prenons le pouvoir. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aux autres intervenants. Merci.